C'est quand même pas mal, franchement. Et on était combien avec la Tesla? 12,3. Non, ça fait mieux que la Tesla. Ça fait mieux que la Tesla. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge, c'est le 9e. Et aujourd'hui, c'est un duo sud-coréen avec la Kia EV6. Donc c'est la version RWD en finition GT Line, à savoir que la EV6 existe en R Active, R Design, GT Line et ensuite il y a la GT, mais on va dire que c'est une catégorie au-dessus. Mais elle n'est pas dispo encore. Enfin, on va voir. Elle n'est pas dispo encore, faut le dire, putain. Elle est équipée de série de jantes 19 pouces. Donc en propulsion, elle a une puissance de 228 chevaux, 168 kW et 350 Nm de couple. J'allais dire au arrière. Oui, c'est en propulsion, donc ta gueule. Ce qui lui permet de faire le 0 à 100 en 7 secondes 3. Et là, il commence à pleuvoir. Ouais, c'est horrible. Ce qui lui permet une vitesse max de 185 km/h. Au niveau batterie, on a 77,4 kWh utile. C'est beaucoup. Ce qui lui donne en WLTP une autonomie annoncée de 528 km. C'est beaucoup. Également. Et un poids qui est contenu entre 2 tonnes et 2 tonnes 75. C'est beaucoup. Côté recharge, on a 11 kW en charge AC, donc sur une wallbox. Et côté charge en continu en Alors CCS. là, c'est... Alors là, ça envoie du lourd. C'est 240 kW de puissance max, mais ça reste qu'une puissance max. En tout cas, en temps de recharge, c'est équivalent à toute la gamme 800 volts Kia Hyundai. C'est 18 minutes, le 10 à 80%. Donc c'est juste actuellement imbattable. Peut-être que l'e-tron GT va encore plus vite, mais bon. Qu'est-ce que c'est que le Ioniq 28 Challenge? C'est simple, c'est un challenge d'efficience de voiture électrique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend deux voitures, la voiture qu'on teste et notre Ioniq 28 et on fait un parcours découpé en 3 tronçons, ville, route, autoroute. Et à la fin de chaque tronçon, on relève les écarts de consommation entre la Ioniq 28 et la voiture qu'on teste. Les écarts en pourcentage. Et c'est ça qui fait notre classement. À la fin du test, on remet la voiture à charger et on calcule l'écart à la recharge. Et cet écart à la recharge, il compte aussi pour le classement général. Donc, c'est notre 9e Ioniq 28 Challenge. Donc, il y en a déjà 8. Et il y en aura encore 1 milliard après. Donc, abonnez-vous. Et activez la cloche. Pour être notifié de nos futures vidéos. Donc, on se doute bien que le V6 va consommer beaucoup plus que la Ioniq 28, mais là n'est pas l'enjeu. C'est vraiment pas une comparaison directe entre ces deux voitures. La Ioniq est vraiment la voiture témoin des tests. Le but, c'est de pouvoir comparer le V6 par rapport à toutes les autres voitures qu'on a déjà testées. Et qu'on testera après. Là, on a déjà testé la Ioniq 5 en version P45, donc 4 roues motrices. Et l'ID4 en version avec 20 pouces. Donc, on va pouvoir voir comment elle s'en sort par rapport à ses concurrentes. Qu'est-ce qui parle bien? C'est beau. Et dans cette configuration, propulsion, jante de 19 pouces et potentiellement un aérodynamisme qui est meilleur que la Ioniq 5, on espère qu'elle fera mieux, voire beaucoup mieux. Voire beaucoup mieux. Que la Ioniq 5 P45 qu'on a déjà testé. Donc on a beaucoup d'espoir avec cette voiture. Fera-t-elle mieux que la Tesla? On ne sait pas. Mollo. Bon, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de vous abonner. Pourquoi? Parce que sur Instagram, on diffuse en avant-première plein d'infos sur les tests qu'on fait. On vous pose des questions, on fait des sondages, on vous interroge. Et en plus, c'est lui qui gère, il adore Insta. Et j'adore. Et évidemment, il y a une tradition sur cette chaîne, vous devez commencer à le savoir, c'est qu'on prend Alex devant la voiture de test et boum, et on publie ça sur Instagram. Abonnez-vous sur Instagram, vous saurez tout avant les autres. Et on a Insta, mais on a aussi Facebook. Mais oui. Donc si vous préférez Facebook, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Alexandre, ne serait-il pas l'heure de remercier quelqu'un?
Bah, je pense qu'il faut faire un grand merci à Eden Auto, qui est à Bruges, qui se trouve à Bordeaux. Et ils nous ont permis d'avoir la voiture pendant tout un week-end pour faire un essai complet. Donc un grand merci à vous. Attention qu'on soit bien d'accord, on ne touche aucun argent de la part d'Eden Auto et on dit ce qu'on veut sur la voiture, qu'on soit bien clair. Oui, la seule chose que j'ai eue de leur part, c'est juste qu'ils m'ont demandé, ils m'ont dit soyez sympa avec nous, mais sans aucun droit de regard. Donc on dira ce qu'on veut. Tout à fait. Bon, et ben du coup, moi je vais partir avec ma petite Ioniq 28. Ouais. Ayant une Ioniq 5, on trouvait ça adapté que ce soit moi qui conduise la Kia EV6. Pourquoi? Pour pouvoir voir un peu les différences par rapport Mais pourquoi? Peut-être que tout le monde ne sait pas que EV6 et Ioniq 5, c'est la même plateforme. Donc ça va être intéressant d'avoir l'avis d'Alex sur les différences entre une 4 roues motrices et une 2 roues motrices, clairement. Et le comportement de la Kia par rapport à une Hyundai aussi, s'il y a quelque chose qui diffère et qu'on peut ressentir assez facilement. C'est parti. C'est parti. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé y est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Donc on a remis les tripes à zéro. La voiture pour le moment nous annonce 450 km d'autonomie avec 100%. La clim, donc on va le changer ici. Hop. On est à 22 en auto. Je remets comme ça pour avoir la gestion du volume et autres. Donc là au niveau du mode de régénération, ça va se faire directement aux palettes qui sont de chaque côté. Donc on va se mettre dans les pédales dès que la voiture sera partie. Et température extérieure, on a 18 degrés. Allez, quand tu veux. Allez. Bon, on est parti pour l'essai de ville avec la Kia EV6 dans sa version RWD. Si je passe pas la vitesse, je risque pas d'avancer. Allez, en passant les pédales. Regarde, oh là là, les clignotants, oh là là, quelle beauté. Ouais, tu vois, ça saccade un peu. C'est moins joli que sur une Audi par exemple, où c'est des petites LED. Donc ça fait you, you. Là, ça fait tac, 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 tac. Bon, encore une fois, les gens vont croire que chez nous, il fait toujours beau, mais il fait beau, encore une fois. Grand ciel bleu, 20 degrés, oh là 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 là. Par contre, il faut que je me méfie parce que je suis un peu habitué au freinage régénératif de la Tesla. J'ai tendance à mettre des coups de frein au dernier moment avec la Ioniq là. D'ailleurs, en parlant de frein régénératif, je peux déjà dire au niveau sensation que j'ai pour moi moins de frein moteur avec le V6 en RWD qu'avec ma Ioniq 5 en 4 roues motrices. Donc je pense que le fait d'avoir les deux moteurs me permet d'avoir plus de puissance au niveau frein moteur parce que là j'ai plus souvent eu besoin d'utiliser la pédale de frein sur rien que le début du parcours. D'ailleurs, en continuant sur la différence que je peux voir rapidement entre du peu que j'ai roulé avec la voiture hier et ce matin, la direction me paraît plus légère que sur la version 4 roues motrices de la Ioniq 5. Donc je pense que le V6 en 4 roues motrices aura le comportement similaire à la Ioniq 5 4 roues motrices, mais en tout cas là sur la propulsion, c'est une différence assez flagrante que je ressens dans la sensation de conduite. Et est-ce que ça pourrait pas être dû à la monte pneumatique? Ah, effectivement, ça peut aussi être ça. C'est vrai que là c'est une 19 pouces et toi tu as une 20. Effectivement. Entre les pneus, l'absence de poids sur les roues avant et l'absence de moteur sur les roues avant, ça change quand même. C'est plus du tout le même toucher forcément. Il y a des gens qui sont retournés sur ta voiture. Ah. Au mouvement des lèvres, j'ai lu sur ses lèvres, il a dit hey, c'est quand même plus beau qu'une Ioniq 5. Certainement, certainement. Et niveau conso, là, premier point. Mais pour moi, ça me paraît quand même assez bas, donc c'est prometteur. C'est-à-dire que assez bas sur cette voiture, c'est moins de 20 kWh au 100, c'est ça? Ah oui. Oui, je vais même te dire qu'on est en dessous de 15. C'est très correct. Voilà. Je pense qu'on est assez proche peut-être d'un Kona, tu vois. Oh! Donne-moi les valeurs du Kona pour juste être sûr que je dis pas des conneries. La Kona, c'était dans les 11 quoi. Ouais, c'est un peu plus qu'un Kona et moins qu'une Ioniq 5, c'est sûr. Bon, elle est vraiment jolie, hein. Moi je l'aime bien hein, quand même, hein. Franchement. Là, tu roulais, ça faisait publicité là. Tu roulais sur les feuilles mortes de l'automne.
Ah ouais. Ouais, ça faisait publicité pour bagnole. Ah, j'aime bien passer devant les vitrines, comme ça tu la vois de profil. Ah, elle est très très belle. Elle a un cul. Non, mais moi je l'adore. Hein. J'aime bien son cul. Hein. Elle est bien large là. On sent que, tu vois, elle est posée quoi. Bon, par contre, niveau ergonomie dans la voiture, bah déjà, il faut savoir que sur le volant, alors, je sais pas si c'est propre à toutes les Kia, mais les boutons sont inversés par rapport à la Hyundai. La Niro, c'est comme la Ioniq, c'est régulateur de vitesse à droite. Donc là, pourquoi sur la Kia V6, ils ont inversé les boutons? Donc là, ils ont inversé par rapport à leurs anciennes voitures. Sinon, les autres petites différences, au niveau de la gestion des menus boutons qu'on a sur la Ioniq 5, bah là, c'est des boutons tactiles où on gère à la fois la clim ou les boutons menus. Alors c'est assez stylé parce que c'est un écran LCD qui change de menu en fonction de si on passe mode clim ou mode menu. Par contre, les petits défauts que j'ai déjà identifiés, c'est que si on veut changer le volume alors qu'on est en mode clim, il faut d'abord appuyer sur le bouton. Alors que là, sinon, les boutons qui sont à gauche et à droite, c'est pour la clim. Donc les molettes, du coup, sont directement double usage, donc il faut switcher avant. Et l'autre petit problème, c'est que juste en dessous, ce qui pourrait être un bon point, c'est qu'on a des boutons pour les sièges ventilés, volant chauffant. Ce qui est un bon point, ce qui est un bon point. Alors, ce qui est un bon point, c'est que c'est des boutons, je suis d'accord. Sauf que c'est des boutons tactiles et qui sont juste en dessous en fait, des boutons de clim et menu. Et on s'appuie un peu à cet endroit-là pour appuyer sur ces boutons. Et à chaque fois, quasiment, allez, peut-être pas chaque fois, une fois sur trois, quand j'ai voulu modifier un bouton, j'ai enclenché soit les sièges chauffants ou ventilés. Et du coup, le fait qu'il soit tactile n'est peut-être pas forcément très pratique à ce niveau-là. Ouais, ça devrait être physique quoi. Ça. Je fais partie du club des gens qui préfèrent les boutons physiques aux boutons tactiles. Je suis assez d'accord. Un bouton physique, tu peux mettre ton doigt dessus et une fois que tu es sûr d'être dessus, tu appuies. Un bouton tactile, tu es obligé d'appuyer au moment où tu es sûr d'être au bon endroit. Donc, erreur possible. Et tu peux surtout appuyer sans te rendre compte que tu as appuyé. Exactement. Non. Après, les autres grosses différences, c'est la console centrale qui est différente forcément. Après, c'est le design. Mais surtout, c'est la molette de sélecteur de vitesse. Alors, d'ailleurs, je ne sais même pas si on devrait l'appeler comme ça d'ailleurs, parce qu'il n'est pas vraiment de vitesse. Mais où là, c'est une molette qu'on tourne à gauche ou à droite pour mode drive ou mode reverse. Ça, pour le coup, c'est vraiment du Kia pur jus quoi. Ouais. Pour le coup, maintenant que j'ai goûté au fait d'avoir un sélecteur au volant, alors soit même sur les ID où c'est derrière le volant, mais au final je trouve ça quand même assez adapté. Sur la Tesla, pareil. Enfin, je trouve qu'avoir ce commodo dédié pour le sélecteur, je trouve ça plutôt bien. Et là, du coup, prendre cette place-là au milieu pour le sélecteur, je pense que c'est maintenant une ancienne génération et je pense que ça disparaîtra petit à petit des futures voitures. Ah tiens! La voiture, on a pris un sens unique et j'ai eu un affichage sur l'écran qui m'a dit sens unique, faites demi-tour. Oh, génial. Bon, par contre, on n'est pas en sens unique, c'est bien la route qui nous dit de passer par là. On précise qu'on ne prend pas des sens uniques. Non, en fait, c'est juste une déviation. On fait rien de mal, s'il vous plaît. Oh là là, c'est beau, bordel! Ouais, en plus, il y a beaucoup de monde. Pourquoi on se fait chier à faire des tests de bagnole? On pourrait être à la plage à se dorer le cul. Bon, je pense qu'on va avoir une moyenne de vitesse assez basse quand même, parce qu'on roule vraiment piano quand même. Donc une moyenne de conso généralement un peu plus élevée. On va faire une compète, on en est à 4 personnes qui se sont retournées sur ta voiture. 5 encore, putain, mais tout le monde la regarde cette caisse. 6, regarde le mec en vélo. Incroyable. Ok, donc si vous voulez briller en société, la Kia EV6 fait partie des voitures que vous pouvez acheter. 7, mais ça n'arrête pas, les gens s'en foutent de cette caisse. Personne ne me regarde moi. J'existe aussi. Genre une personne sur 3 se retourne sur la voiture. Pourtant en noir, je pense que c'est pas dans sa couleur qui lui rend le plus honneur pour qu'on la remarque le plus. Mais non, mais ils disent putain, regarde, c'est Philippe Lachaud au volant d'une voiture électrique. Ça doit être ça. Je suis un peu blasé de mes consommations en fait sur la Ioniq, c'est toujours pareil. J'aimerais bien qu'il y ait une surprise, qu'un jour je fasse 7.5 ou 12.3, mais non, c'est toujours pareil. Et là, franchement, c'est quand même pas mal. Bon, on termine ce tronçon de ville. Vous devez commencer à connaître. Si vous ne connaissez pas, regardez les autres vidéos, parce qu'on l'a déjà fait 8 fois, vu que c'est le 9e essai. Donc là, on va s'arrêter.
on va prendre les relevés de conso. Ah, on a un petit problème technique, on ne peut pas s'arrêter comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? On va s'arrêter là-bas. C'est bucolique comme endroit pour s'arrêter. On va prendre les relevés de consommation et on vous dira tout ça en fin de vidéo. Bon, bah écoute, c'est une petite consommation nounette, j'ai envie de dire dans la norme, je pense. On va voir un peu ce qu'a fait JC avec la Ioniq. Donc on va aller voir, de toute façon il va rien nous dire, il va faire son intéressant. Là. Je te dis pas, je sais pas, t'es en dessous de 15, on dit rien. Bon, il ouvre sa fenêtre ou il met 3 heures? Oh, tiens, déjà je suis mal accueilli donc je referme la fenêtre. Tu vas être sympa ou pas? Je suis toujours super sympa. Oh mon cul. Alors, je peux voir les chiffres. Attends, je le vois. Ah putain, je suis sûr que j'ai vu un chiffre. Oh oui. Ah, je crois que j'ai vu les deux premiers. Yes. Salut, je sais. Bon, alors je te donne des datas. Ouais. Celle-là, elle fait 9,3 en moyenne. La Kona, elle fait 10,7 en moyenne. Et l'ID4 15 et la Ioniq 5 14,4. Bon, je peux au moins dire qu'elle se place bien entre les deux, sans problème. C'est vraiment mieux qu'une Ioniq 5 et une ID4, et c'est quand même plus qu'un Kona. Mais en même temps, c'est plus grand qu'un Kona. Il y a un plus grand coffre qu'un Kona. Non, c'est très. Enfin, je trouve que pour le gabarit, vraiment, c'est quand même pas mal, franchement. Et on était combien avec la Tesla? 12,3. Non, ça fait mieux que la Tesla? Ça fait mieux que la Tesla? Ah, mais j'ai pas vu ce chiffre, moi, alors. Là, tu vois un autre chiffre, toi. Ah. J'avais vu 13. Ah, c'est prometteur quand même, ça. Parce que c'est pas le même poids non plus. Hein. Alors, on sait que la Tesla... Attends, on sait... Juste pour être sûr, t'as surconsommé avec la Ioniq ou... Un petit peu, ouais. Donc c'est d'autant mieux. On sait que la Tesla, elle est plutôt optimisée autoroute. Elle a l'air... Oh bon, allez, on dit rien, on verra. Ah, je pense qu'elle va envoyer du lourd. Elle part bien alors, le gars. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de départemental à 80 km/h avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé, la vitesse moyenne varie entre 65 et 70 km/h. On part sur l'autoroute. Bon, tu veux faire un chifoumi pour savoir qui part en premier? Non, je suis grand prince. Ouais. Je te laisse partir devant parce que soit tu perds, soit tu triches. Alors, au choix, je préfère te laisser passer devant. Exactement. Je ne laisserai jamais. Voilà. On est parti pour la route. Je passe devant. Donc là, on part pour notre petit tronçon de route où, comme d'hab, on échange les positions au milieu pour pas qu'il y ait d'avantage aérodynamique. Les fameux bruits de marche arrière des Hyundai Kia. Hop, je remets le e-pédale parce qu'il se désactive dès qu'on met la marche arrière. Ça, c'est vraiment un défaut. Alors, moi, je trouve que c'est pas un défaut. Je m'explique. C'est que quand tu es en e-pédale, du coup, tu as la voiture qui va jusqu'à l'arrêt complet. Et donc, quand tu dois faire avancer la voiture, il faut que tu utilises la pédale accélérateur. Et pour faire des manœuvres, avancer avec la pédale accélérateur directement, ça fait légèrement bondir la voiture. Même si ça peut vraiment se doser, mais c'est un moins bon feeling pour avancer très lentement en accélérant avec la pédale d'accélérateur plutôt qu'en relâchant la pédale de frein. Et du coup, dès que tu refais des manœuvres, tu mets marche arrière, hop, tu gères la pédale de frein pour avancer reculer, tu remets marche avant, et une fois que tu repars, là oui, tu remets le e-pédale. Donc au final, moi à l'usage, souvent même quand je vais faire des manœuvres, je vais retirer le e-pédale avant de faire les manœuvres. Tu vois. Maintenant qu'on est sur la route, on va parler un petit peu du maintien dans la voie, que tu me dises un peu ce que tu en penses. Alors pour moi, enfin, là c'est pareil que sur la Ioniq 5, hein, de toute façon, au niveau affichage, au niveau commande, enfin, c'est exactement, de toute façon, c'est le même système. Ce que je peux par contre remarquer, et ça c'est déjà le cas sur la Ioniq 5, c'est qu'il y a quand même un léger louvoiement gauche-droite. Elle n'est pas vraiment, je suis stabilisé au milieu de la voie et j'ai le volant qui ne bouge plus. On voit que le volant fait des légers zigzags pour rester dans les voies. Du coup, pour moi, la bonne méthode d'utilisation de ce système-là, qui est au final pas parfait, hein, c'est d'avoir toujours une résistance d'un côté en restant soit en appui sur la droite, soit en appui sur la gauche,
Déjà pour que le volant ne nous engueule pas en disant tenez le volant alors qu'on le tient. Et aussi pour que ça adoucisse ce phénomène de godille, on va dire. Ouais. Contrairement à la Tesla que tu avais pu dire dans la vidéo précédente, où là le volant il est bien ferme, et là voilà, le volant il bouge plus et gère correctement son trajet. Mais est-ce que tu as parfois des mouvements parasites? C'est-à-dire en gros, tu es en ligne droite ou dans un virage et hop, tu as un coup de volant qui ne devrait pas exister. Alors là je vais pas pouvoir le dire sur l'expérience de l'EV6 parce que j'ai pas eu ces effets-là. Par contre, vu que c'est le même système et que je l'ai vécu sur la Ioniq 5, ce que je peux avoir, c'est plus sur des petites routes où il n'y a pas de ligne au centre, où la voiture va parfois vouloir faire des serrées à droite sans trop comprendre pourquoi. Donc c'est plus sur les routes pas bien balisées, où là elle peut avoir des comportements un peu bizarres par moment, et c'est même conseillé à ce moment-là même de désactiver l'assistance pour pas qu'il bip d'ailleurs à outrance ou qu'il cherche à te mettre au milieu de la route alors que c'est à double sens. Donc c'est le seul phénomène. Par contre, j'ai pas eu de phénomène comme on a eu sur la 208 où il cherche à prendre une bretelle de sortie, des choses comme ça. À aucun moment la voiture ne m'a mis en danger pour autant. Ouais. Et du coup, c'est facilement désactivable. Donc sur la Ioniq 5 ou la Kia EV6, par défaut, c'est toujours activé. On a l'avertisseur de franchissement de ligne et qui vous remet dans la voie si jamais on commence à trop mordre sur la voie, ça va biper, etc. Donc ça active tout le temps. On peut le désactiver. D'ailleurs, sur les petites routes départementales, ça peut parfois être nécessaire de le faire pour ne pas être pollué. Et là, il suffit de rester appuyé sur le bouton en bas à gauche où il y a le petit volant et les petites lignes. Donc là, par exemple, si je reste appuyé, hop, il va se désactiver. Voilà, il n'y a plus de voyant vert qui s'affiche au milieu. Et on a aussi le maintien vraiment autopilote, où là c'est le volant, donc là il faut appuyer pareil sur le bouton. Et là elle prend vraiment le contrôle à vouloir suivre les virages comme un autopilote de niveau 2 vraiment qui suit la route, quoi. Mais sans la résistance au volant de la Tesla, c'est-à-dire que si tu veux passer d'une voie à l'autre, tu n'es pas obligé de tout désactiver ou forcer sur le volant, quoi. C'est ça. Par contre, il se désactive sans prévenir. Là, voilà, là il s'active. Là, ça commence à tourner, paf, il s'est désactivé d'office. Si je tiens pas le volant, je vais droit dans le mur, quoi. En fait, tu as deux philosophies. Tu as la philosophie Tesla qui dit « Moi, je suis un vrai autopilote. Je pilote à ta place. » Mais ça rend parfois la conduite vraiment relou parce que des fois, tu aimerais reprendre le contrôle, mais sans pour autant désactiver l'autopilote, par exemple, pour changer de voie, etc. Et toi, c'est sur les Hyundai Kia, c'est plutôt une assistance où tu sens que la voiture est là pour t'aider. Mais c'est toi qui as le contrôle, quoi. C'est ça. Tiens, vas-y, double-moi. On a oublié de faire le doublage pendant le rond-point, donc vas-y, passe devant. Bon, voilà. Je le double pour faire l'inversion. Salut, la Kia. Alors là, tiens, la route, elle est pourrie. Elle est comment? T'as l'autopilote ou pas? Alors, je l'active pour voir. Non, là, il reste en grisé, là. Bon, ça se passe bien niveau conso, là? Bah ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça reste très bien. Après, je me suis un peu avec la Tesla, t'avais fait moins que la ville de mémoire. Je vais te donner les chiffres tout à l'heure. Donc ça, faut voir à l'arrivée comment ça se passait, mais enfin ça reste. Bon, je trouve ça très bien. Par contre, c'est la météo. J'espère qu'ils annoncent pas de pluie, mais ça se couvre de plus en plus. Ouais. Mais il n'y a pas de gros nuages gris pour l'instant. Ça sent pas la grosse averse. Bon, bah allez. On va sortir pour la fin du tronçon de route. JC a mis son clignotant 3 petites impulsions. Putain, je deviens vraiment le mec parfait, hein, je te jure. Ouais, pas plus, hein. Bah 3, ça suffit, c'est bon, on a compris là. Alors là, par contre, j'ai mis mon clignotant. Je tourne la roue. Putain. Ah, maintenant, il met son clignotant en virage. En virage. Je suis tellement stressé, je le mets tout le temps. Là, ça tourne à droite, là, donc clignotant à droite, je l'indique aux gens derrière. Là, par contre, je vais aller à gauche. La meuf derrière moi, elle doit se dire, mais le gars, il est complètement paumé. C'est ça. Allez, on arrive, je coupe. Allez. Hop là, on veut plus te parler, toi. Bon, bah on arrive à la fin de notre parcours de route. Donc, on a fait nos 25 bornes. Vous commencez peut-être à connaître. Alors là, la Ioniq, c'est marrant. Ça fait plusieurs fois qu'elle surperforme sur la route. Là, c'est assez impressionnant, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah je prends les relevés.
Et on vous dira tout ça de toute façon en fin de vidéo. C'est-à-dire que là, on a déjà fait une fois en ville plus que ce que je viens de faire aujourd'hui sur la route. Je ne le répéterai jamais assez dans nos épisodes Ioniq 28 Challenge. Cette voiture, elle n'est pas parfaite, mais quelle tuerie. Les gens, si vous hésitez à acheter une Ioniq 28 d'occasion, n'hésitez plus. Bon, allez, allons voir combien a fait JC dans sa Ioniq. Il y a une petite data importante, c'est 60 km/h. On a été très lent aujourd'hui par contre. C'est peut-être pour ça. On a été très lent aujourd'hui. Il parle tout seul, il parle tout seul. Alors, je te fais un petit point ou pas? Vas-y, Sur des petites concurrentes? vas-y. Alors, bon, la 28 sur la route, 10,3 normalement. Sauf que là, on a fait moins. Et quand je te dis moins, c'est moins. La Kona, 12,1. La Tesla, 11,9. 11,9 la Tesla? Ouais. Ah ouais. L'ID4, 15,3. Et la Ioniq 5, 15,1. Alors, Bah, elle se place bien au milieu, je dirais. ouais, toujours. Ouais, mais là, elle se place bien au milieu. Par contre, ouais, la Tesla, elle fait mieux là. Ouais. Enfin, moi, je trouve que ça a quand même des très bonnes consos quand même hein, pour. Attention, j'ai fait une consommation de psychopathe. J'ai battu mon record. Ah. On a roulé pas très vite, je pense que bon voilà. Non, sinon rien de spécial à raconter sur la conso. Vous trouvez pas qu'il a l'air pas bien là? il est pas en kiff, tu vois. Il a fait un truc ni trop haut, ni trop bas. Alors on voit qu'il est voilà, c'est mou, c'est moyen quoi. Bah voilà, moi, avoir la moyenne, ça n'a jamais été mon délire. Enfin, à part au lycée, mais maintenant, c'est plus le cas. C'est soit on excelle, soit on fait rien quoi. Oh là là, le perfectionniste. Est-ce qu'on partirait pas sur l'autoroute? Allez. Le parcours autoroutier, c'est 90 km en aller-retour sur l'A660, puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé, mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Petit Shifumi pour savoir qui part en premier. Voilà, truc super utile, hein. C'est franchement le truc indispensable du test. On s'en fout complet. Mais lui, je sais pas, il aime bien gagner et partir en premier. Vas-y, concentre-toi bien. Pas de levée de vitesse enclenchée. Je fais ça. Interdit. On y va. Shifumi. Ah putain, mais c'est pas possible! Putain, je perds tout le temps. J'en ai marre. Je perds tout le temps. J'ai jamais gagné. C'est simple. Allez, file, je veux plus te voir. Allez, allez. Je règle le son moteur pour être prêt. Je veux pas te regarder. Du coup, pour le bruit moteur, il faut aller dans les options, paramètres, machin. Bruit moteur, il y a différents sons. Hop, je me mets dessus. Donc là, il est activé. Ça y est, on s'en va? Il entend dans sa voiture. Donc on part pour le tronçon d'autoroute. Donc là, il y a le bruit. J'accélère un petit peu pour l'entendre. Oh là là, c'est horrible. Attends, je vais baisser le son parce que... Là, si tu peux te taire d'ailleurs, parce que là, ça accélère. Là. C'est là où c'est sympa. Bah, lui, ah d'accord. Donc là, on a un petit bruit d'accélération quand même. J'ai fait une accélération à 130 tout en restant mesuré pour pas non plus trop consommer et pas larguer JC. Tu me largueras pas, moi. Voilà, on monte à 130. Et c'est là où, là en stabilisé, ça devient n'importe quoi d'avoir cette option. Donc là, il y a le bruit. Là, on l'entend encore un peu, mais ça fait un bruit de fond qui rajoute du bruit en roulant qui n'a pas trop d'intérêt. Donc là, pour la fin de l'autoroute, je vais le couper. Bref, c'est nul. Au final, c'est marrant pour faire une démo à quelqu'un, pour lui donner un peu de sensation en plus. C'est amusant, mais c'est pas indispensable. Il y a un petit truc quand même qui est sympa sur le V6 ou la Hyundai Ioniq. D'ailleurs, il me semble que toutes les nouvelles Hyundai ou nouveaux Kia ont cette option. C'est le fait de quand on met le clignotant, on a l'affichage de l'angle mort qui s'affiche sur l'écran derrière le volant. Du coup, on peut voir l'angle mort dans le volant. Alors la Ioniq 5, quand on a toutes les options d'assistance à la conduite, elle peut changer de voie toute seule. T'es sur une V6 là, t'es au courant ou pas? Oui, oui. Mais c'est pour intégrer le sujet. Excuse-moi. Sur la Ioniq 5, quand on a toutes les assistances à la conduite, pour changer de voie automatique, il faut faire une impulsion sur le clignotant et elle va toute seule décider si les conditions sont remplies pour changer de voie, elle va changer de voie. Sur celle-là, ça le fait aussi, là je vais le faire, voilà, je mets le clignotant en gardant les mains sur le volant, parce que si on ne touche pas le volant, elle va pas vouloir le faire, donc là elle change toute seule de voie, c'est pas moi qui conduis, c'est elle qui le fait. Là elle change de voie, le clignotant, elle le garde, elle se recentre, elle affiche en réalité augmentée une flèche bleue au milieu et le clignotant elle le coupe.
Ça c'est pareil. Dans la Ioniq 5, EV6, ça fonctionne pareil. Par contre là, je viens de remarquer que sur le V6, si on met le clignotant en l'enclenchant, bah elle le fait aussi. Alors que sur la Ioniq 5, ça elle le fait pas par contre. Sauf que là, elle va pas pouvoir couper le clignotant. Donc là, elle me dit c'est bon, t'as repris ta voie, mais le clignotant reste actif, c'est à toi de le couper. Par contre, qu'on mette l'impulsion ou qu'on mette l'enclenchement de clignotant, dans les deux cas, elle fait le changement de voie. Ok. Et ça, c'est sur la GT Line, c'est une option, hein, c'est ça? Alors ouais, il faut savoir qu'il y a tout un tas d'assistance de passif de base. Et par contre, pour avoir tout ce qui est justement changement de voie automatique, etc. Là, j'aurais pas le détail de toutes les options, mais tout ce qui est voilà, assistance franchissement arrière, si une voiture arrive en latéral, etc. Là, il y a un pack d'options qui permet d'avoir toute l'assistance complète. Je crois que c'est à 2000 €, il me semble, où on peut prendre chaque petite fonctionnalité à la carte. Mais en tout cas, dans la version GT Line, qui pourrait être un peu équivalente à l'exécutive de Hyundai, où là, tout ça c'est de base dans l'exécutive. Là, dans GT Line, c'est en option supplémentaire. Ok. Et toi, tu recommandes ce pack ou pas? Ah, carrément, carrément. Pour 2000 balles? Ouais, mais quand on a acheté une voiture à ce prix-là, c'est presque mesquin de ne pas le prendre, à moins qu'on veuille bénéficier d'un bonus. Mais vu que là, à ces prix-là, de toute façon, on est déjà dans les bonus au mieux à 2000 €. Je trouverais ça dommage de s'en passer en tout cas. On sort ici, hein? Ouais. Allez hop, on sort. Ouais, vas-y, parle, mon bichon, explique. On va faire on va faire demi-tour pour partir en direction du bureau. Là, on est à mi-chemin de l'autoroute. On va en profiter pour inverser les positions pour que les avantages aérodynamiques soient répartis entre les deux voitures. Que le match soit équitable. Passez, mon bon ami. Waouh! Mais que vous êtes élégant dans cette superbe Kia EV6 noire. Ouais. Par contre, qu'est-ce que vous êtes lent pour dépasser quand même? Ah, j'admirais votre automobile, très cher. Ah oui, c'est ça. Non mais ça va, j'ai pas une voiture de sport de toute façon. Par contre, un truc où maintenant je pourrais plus m'en passer tellement, mais c'est une tuerie. Je pensais à la base que c'était un gadget et en fait, je vois pas comment avoir une voiture autrement maintenant. L'affichage tête haute en réalité augmentée, mais c'est juste démentiel en fait. C'est que tu regardes plus du tout le tableau de bord en fait. Tu es toujours concentré sur la route. Tu as cet affichage qui est là en permanence, alors qu'à base, je pensais que ce serait un gadget. Ah tiens, il y a un truc dont on n'a pas parlé. On est sur l'autoroute. Est-ce qu'il y a un planificateur d'itinéraire sur ta Kia? Alors, il me semble pas. Je vais dire direct non, mais je vais quand même faire l'expérience. Allez, je suis en voiture. Je vais m'essayer de faire le vocal. Est-ce que le vocal marche? Ah, non disponible pendant un appel. Bon bah voilà, comme ça c'est fait. On va pas activer commande vocale si on est au téléphone. Donc allez, je vais faire rechercher, ce qui va me permettre de rechercher alors que je suis en train de conduire. Ouais, ça a l'air d'aller. Si je fais Paris. Alors, il m'indique à 634 km. Charge batterie insuffisante pour atteindre la destination. Rendez-vous à une borne de recharge sur l'itinéraire. C'est en gros, t'as pas assez pour y aller, mais démerde-toi pour trouver les bornes sur le chemin. Donc t'as pas un planificateur d'itinéraire à proprement parler. Néanmoins, tu as quand même Android Auto, Google CarPlay qui te permet d'afficher sur ton écran central ABRP ou ChargeMap quoi. Ouais, ça tu peux. Donc finalement, t'en as quand même un. Enfin, t'en as un, ouais. Enfin, t'en as un si tu passes par un moyen détourné, mais. Et puis tu as un autre gros défaut avec Android Auto et Apple CarPlay dans cette voiture, c'est… Il n'est pas Wi-Fi. Il n'est pas sans fil. C'est abusé. Des voitures aussi technologiques, aussi modernes, qu'elles aient pas ça, alors qu'il y en a d'autres. Alors, je ne vais pas dire moins moderne, parce que l'ID4 c'est très moderne aussi. Mais l'ID4 là, l'ID3 là, enfin toutes les ID à venir l'auront. Enfin, ça paraît tellement maintenant archaïque de devoir brancher le câble, surtout qu'on a un chargeur induction qui est très bien placé d'ailleurs sur cette voiture, là juste ici, qui est top. Sauf que pour pouvoir communiquer avec la voiture sur Android Auto, il faut mettre le câble. Sauf qu'avec le câble, en fait, c'est pas bien adapté pour pouvoir brancher le câble et le poser sur le support. Enfin. Bon, niveau consommation, t'es comment toi? Alors là, on est à 61 km, donc on a fait les 3 quarts. Et voilà, moi je pense que je suis dans mes petites eaux tranquilles où je vais arriver à mon petit 15-9 à l'arrivée quoi. Ouais bah non, je pense que c'est… Alors ce sera je pense moins que la Ioniq 5, ça c'est quasi sûr. Mais… Ouais, je reste sceptique. Je m'attendais à ce que ce soit moins que ça dès maintenant.
Bon Alex, on est sorti de l'autoroute de Bordeaux. On arrive sur l'autoroute qui nous amène à Arcachon au bureau. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là dans la vidéo. Je vais te demander une question très importante. La première, c'est de me dire les 3 choses que tu aimes le plus sur cette voiture. Alors de façon générale, j'aime beaucoup les écrans, franchement. En plus incurvé comme ça, je trouve ça, avec le fond noir et tout, c'est vraiment très très sympa. À conduire, la voiture elle est quand même très agréable, elle est posée sur la route. Donc vraiment, le plaisir de conduire est vraiment là, c'est vraiment très sympa. Et troisième point, là on a assez peu parlé de la plateforme 800 volts, mais la capacité de recharge vraiment très rapide. Je pourrais même le mettre en numéro 1 tellement je trouve que c'est la révolution de cette génération. Ok, donc là tu as dit les 3 points positifs. Maintenant, forcément ce n'est pas une voiture parfaite, donc les 3 points négatifs. Alors en premier, c'est par rapport au feeling. Moi je suis vraiment pas fan de la molette drive, reverse, centrale là. Après au niveau ergonomie, je vais continuer avec, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais au premier abord, je trouvais ça génial, la barre LCD en bas qui permet d'avoir à la fois gestion du volume et des menus et gestion de la climatisation dans le même menu. Et ça s'intervertissait avec les boutons qui changent d'information. C'est très stylé, mais au final, je suis pas sûr que ce soit si pratique que ça. Mon troisième point négatif, pour moi, ce serait le fait qu'il y ait Android Auto ou Apple CarPlay qui ne soit pas en sans fil. C'est quand même vraiment dommage. Ce sont des modèles aussi technologiques. Voilà, très bien, tu as bien répondu, bravo. Mais cela dit, elle a Android Auto avec fil, mais je connais une voiture qui n'a pas du tout Android Auto. Ah oui, une fameuse Tesla Model 3. Bah oui, ma voiture. Enfin toute la gamme Tesla, toutes les Tesla en fait. Je n'ai pas Android Auto. Voilà. C'est tout. Bon allez, on va terminer ce dernier tronçon, donc le tronçon d'autoroute. Alors pour ceux qui sont habitués à notre chaîne, à la fin du trajet autoroutier, on s'arrêtait quelque part et c'était une vraie galère pour en sortir après. Donc on a trouvé un autre endroit juste à côté. Ne soyez pas étonnés, le trajet ne change pas. C'est juste l'endroit où on s'arrête qui change. On aurait pu le faire dès le début, mais on n'est pas repéré. Voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique ici. Hop. Comme d'habitude, on regarde les consommations, on les note, on ne se les dit pas et on les dit à la fin de la vidéo. Enfin, on se les dit dans la vidéo, c'est dans 1 minute à peine qu'on dit les consommations. On va prendre les relevés. Attention, je regarde le score. C'est pas le score. C'est toujours pas le score, je me suis trompé de côté. On a consommé plus que d'habitude. On a consommé même assez plus que d'habitude, ce qui n'est pas du tout français. Il n'arrête pas de parler. Donc ça laisse une petite chance à la Kia de briller parce que vous savez, vous avez compris, enfin je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, ce qu'on relève là, c'est le pourcentage de différence de consommation entre la Ioniq 28 et la Kia. Et après, on reporte ce pourcentage à la consommation moyenne globale de la Ioniq 28 pour donner le score officiel de la Kia. Donc, le score qu'elle a fait là, on va le baisser après parce que nous, on est plus haut que d'habitude. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais bon. Allez. Je te fais un petit point? Ouais. Ah, il est pas content. Je suis pas content. Ouais, c'est vrai que j'espérais mieux de... T'as remarqué quand tu essayes une voiture, même si t'as aucun lien affectif avec cette voiture, t'as envie qu'elle gagne. Bah en fait, non, c'est que tu te fais des pronostics quand même Attends, j'efface ça, c'est chiant qui regarde l'autre. J'essaie de zoomer avec mes yeux, mais j'ai pas de zoom sur mes yeux, c'est chiant. Déjà, t'as des lunettes déjà, donc... Bon, allez, on y va. Autoroute, celle-là, elle fait 15,6 en moyenne. La Tesla, 15,9. La Kona, 18,7. Et l'ID4, 21,1. Maintenant, j'ai un truc à t'annoncer qui est très important. J'ai surconsommé. Ah. De beaucoup? De pas mal. Ouais, c'est pas terrible. Donc, on n'était pas dans des super conditions de roulage. Ouais, j'espérais vraiment être en dessous des 20. Et bah je sais pas comment te dire plus, mais je suis même pas en dessous d'autre chose que j'aurais voulu aussi.
Moi, je pense qu'il va faire comme l'ID4. Je peux juste te dire qu'après le point, c'est un 5. Si c'est 21.5, elle va battre l'ID4. J'avais bon espoir que dans cette plateforme, avec cette carrosserie, la version propulsion, les 19 pouces, bah, on avait toutes les meilleures configurations pour faire un record. Et au final, le record que j'attendais, on l'a pas fait. Ouais, mais on est sur le truc qu'on a remarqué depuis le début. J'ai l'impression que les constructeurs font un réglage entre l'efficience autoroute et l'efficience ville. Et la plateforme GMP des Kia Hyundai, elle a l'air plutôt bonne ville-route, elle a des consos qui sont honnêtes. Et sur l'autoroute, ça déconne un peu. Enfin bon, j'attends de voir quand même les résultats normalisés pour peut-être reprendre un peu le sourire. Avec le caméra de recul, avec la vision 360, c'est vraiment top. On se cale vraiment nickel entre les lignes. Hop. Donc pour recharger, là on a accès facile, le siège recule. Le câble, on peut le mettre devant. Donc là on a un Frunk qui fait une cinquantaine de litres en version propulsion et une vingtaine de litres en version 4 roues motrices. Pour la trappe de recharge, ben, c'est pas sur le côté, c'est derrière. Donc là, trappe électrique, on appuie dessus. Donc là, on a la prise type 2, on a le combo CCS juste en dessous. Donc là, nous, c'est du type 2 seul, vu qu'on charge en courant alternatif. 7 kW sur cette borne. Hop, on lance la charge et on attend les 100% pour calculer les écarts à la recharge et pas les pertes comme on a pu le dire jusqu'à maintenant. C'est bien les écarts à la recharge qu'on calcule sur nos tableaux comparatifs. On y va, on attaque. Allez. La ville, allez. Alors la ville, là on a fait 15,7 km, on a eu un petit détour, il y a une déviation sur Arcachon. Sur la plage, où tous les gens ont pu admirer cette Kia. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont retournés sur elle. Ouais, c'était assez impressionnant. Ouais. On a eu une moyenne de 25 km/h. Et avant de donner ma conso, combien a fait JC avec la Ioniq? Alors une conso plutôt moyenne, 9,6. Ouais, c'est quand même pas mal. Et elle, je trouve qu'elle s'en sort quand même pas si mal. Elle a fait 12 kWh au 100. Non, ça sort carrément bien, attends. C'est 2,5 de moins que la Ioniq 5 en 4 roues motrices. En ville, franchement, j'ai trouvé que c'était très bien. 12, c'est hyper bien. La route. Pour la route, alors on a fait 24,9 km, on est toujours aux alentours des 25 km à cheval sur ce tronçon. On a eu une moyenne de 60 km/h, on était un peu plus bas que d'habitude. Ouais, ça n'a pas roulé. Bizarrement. Ouais. Et donc, cette Ioniq sur ce tronçon, record. en même temps, c'était pas rapide. 9,9. Ah ouais? Non. 9,9. Bah, c'était 10 le précédent, donc 9,9. Hein. Ah ouais? Ouais. Putain, ça me paraît. Être en dessous des 10 sur la route, ça me surprenait. Non, là, on monte un peu d'un cran quand même, mais ça reste pour moi très bien quand même. On est à 13,4. Mais c'est très bien, super. Franchement, ouais. Alors, pour le gabarit, et c'est très bien. Alors, je le dis, vous le voyez, moi je le dis. Il y a les écarts de conso qui s'affichent en bas de l'écran. Donc, on passe maintenant à ce qui finalement fâche très souvent. C'est l'autoroute. Et on pense ou et on là, pensait. Il est déçu. Ouais, il est déçu. Et je pense, enfin, je suis même quasi sûr qu'elle n'a pas performé, vu le résultat que j'ai fait. Donc l'autoroute, toujours le même tronçon, on est aux alentours des 87 km, là on a fait 86,8 km. On a eu une moyenne de 115 km/h. Normal. Et la conso, la Ioniq. Ma conso, elle est un petit peu supérieure à d'habitude, elle est de 16,2. J'espérais faire en dessous des 20. Franchement, ça a été une valeur très acceptable. Je suis même pas dans les 20. J'ai 21,5 kWh au 100. Ok. Donc c'est pas mauvais, non, pas mauvais, mais on s'attendait à mieux, surtout qu'au final là ça reste assez proche de la ID4 alors qu'on pensait vraiment qu'elle performerait beaucoup plus par rapport à la ID4. Ouais, parce que la ID4 était en 20 pouces et elle est en 19 et ça joue quand même beaucoup, mais je pense qu'elle va faire mieux que la ID4. De toute façon, elle fait mieux en ville et sur route, et même sur l'autoroute, je pense qu'elle va descendre parce qu'elle a fait un peu moins bien que d'habitude. Donc elle, on va la faire descendre.
donc elle va être un petit peu moins bien. Ouais, mais j'espérais mieux. Franchement, j'espérais mieux. Donc au global, voilà. Maintenant, ce qui compte beaucoup dans la note finale, enfin dans le classement final, c'est Bah, aussi les écarts à la recharge. Il faut savoir que c'est à la fois le rendement du chargeur embarqué qui peut être plus ou moins bon, qui fait qu'on a une perte en effet Joule sur la recharge, et également l'impression du tableau de bord qui peut être trop optimiste ou trop pessimiste par rapport à son consommation et du coup qui peut fausser la valeur. Donc cet écart à la recharge est complètement pris en compte dans le classement final. et c'est le vrai chiffre de vraie consommation électrique de la voiture, cette consommation électrique qu'on paye, c'est votre ça. pognon en fait. Ben donc maintenant, je vous propose de passer aux chiffres finaux. Oui, tout à fait. Ouais, je sais pas, ça sonne mal. Les chiffres finaux. Les chiffres finaux. Donc pour les résultats, déjà on commence par mettre à jour la moyenne de la Ioniq 28. Donc on reprend les 8 essais qu'on a fait jusqu'à maintenant plus celui d'aujourd'hui et on fait la moyenne pour les 3 tronçons. Et ensuite on va appliquer le pourcentage d'écart que l'on a obtenu lors du test d'aujourd'hui. Ce qui nous donne les consommations suivantes: 11,7 en ville, 13,9 sur route et 20,9 sur autoroute, avec une consommation mixte de 15,5 kWh au 100. 11,7 en ville est vraiment une super performance vis-à-vis du poids de la voiture. Par contre 20,9 sur autoroute, on aurait espéré avoir un peu moins. Donc avec ces consommations, on peut obtenir les autonomies suivantes, soit 662 km en ville, 157 sur route, 370 sur autoroute et surtout 259 km entre deux bornes de recharge entre 80 et 10%. On peut voir qu'on dépasse le WLTP en ville et sur route. En ville, 662 km, c'est vraiment énorme. Lors de notre essai, le tableau de bord nous indique avoir consommé 32,2 kWh. On a donc ensuite remis la voiture à charger et la borne, elle, nous indique avoir envoyé 35,91 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de plus 11,5%. Cet écart, on l'applique donc à notre consommation mixte qui était de 15,5, qui passe donc à 17,3. Ce qui place du coup la Kia EV6 à la 5e place sur 9 de notre classement actuel. Donc le classement le voici, on peut voir que l'EV6 se retrouve donc 5e devant la 208 et la Renault Zoé avec 17,3 kWh au 100 de conso retenu qui prend en compte l'écart à la recharge. Et dans notre classement des voitures les plus rapides pour parcourir 1000 km, l'EV6 se retrouve première avec 9h59 pour parcourir cette distance. Si vous regardez cette vidéo plusieurs mois après sa parution, il est possible que le classement ait évolué. Je vous invite à aller sur notre site lachaîneev.fr pour avoir le classement actualisé. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, une petite activation de la cloche et nous suivre sur Insta et Facebook. Je suis bien là. Vous faites tout, allez. Et vous pouvez vous abonner sur notre site aussi. D'ailleurs, sur notre oui, site, il y a tous les résultats. C'est-à-dire que tous les tests qu'on a fait avant et tous les tests qu'on fera après, ils sont sur notre site. Donc je vous invite à vous rendre sur lachaîneev.fr. Bon on remercie encore Eden Auto, donc qui est Kia Bruges. Ils ont aussi d'autres marques. En tout cas, avec Kia, ils ont été vraiment super. Un grand merci à Eden Auto. En général, on dit si vous avez une Kia EV6 et que vous avez des consommations différentes, mettez-les en commentaire. Bon, il y a très peu de chances qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des Kia EV6, mais si vous faites partie des chanceux qui en avaient déjà une, bim, indiquez vos consommations en commentaire, ça aidera les autres. D'ailleurs, si on remarque par la suite qu'on a donné de fausses informations dans cette vidéo, on vous mettra toujours en épinglé sous la vidéo les remarques liées à ces erreurs potentielles. Des erreurs? Ça arrive ça? Non, jamais. Sur la Zoé, aucune erreur. Sur la Zoé, la meilleure. Aucune On erreur, a fait vraiment, on a dit tout nickel. Nickel. Est venu le moment de nos vidéos le plus compliqué qu'on reprend 15 fois tout le temps et je ne sais pas pourquoi. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. C'était nul mon au revoir. Ah ça y est, non, il va le refaire. Non, il était bien, il était bien. Non, non, non.